Salut l'équipe, les grandes interviews de First Team continuent sur cette saison. Cette fois, on n'est pas à New York chez Evan, on n'est pas à Los Angeles chez Nico Batum, on est à Webedia, mais on est ravis, tout autant ravis de recevoir Olivier Sarr. Salut Olivier, comment ça va? Salut, ça va super. Bienvenue, tu rentres dans ces bureaux parce que moi j'ai un petit peu de mal, Ouais. et avec tes 2,13 m, tu arrives à te caler. C'est un peu chaud, mais ça va. Bon alors, t'es de passage à Paris, comment ça va déjà? Ça va super bien. Ça va super bien et toi? Ben, ça va très très bien, toujours quand on aime recevoir des joueurs avec qui on a envie de parler. J'ai énormément, regarde, de questions à te poser. Du coup, tu as pris un petit peu de vacances depuis ta fin de saison? Ouais, je suis rentré en France mi-avril. Et voilà, ça fait 3 semaines, un mois à la maison, tranquille. Tu t'entraînes un petit peu? Ouais, je vais reprendre là en retournant à Toulouse, là, sur le sud. Alors, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas, ou pas assez en tout cas, et j'aimerais que... On va évidemment revenir sur ta saison avec le Thunder, cette fin un petit peu qui, nous chez First Team, nous a laissé un petit goût amer. Tu vas nous expliquer tout ça, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu au tout début. Tu as commencé le basket à Bordeaux, ensuite tu as intégré le pôle espoir à Toulouse, tu as fait l'INSEP pendant 3 ans, et là, c'est là que ton histoire commence et qu'elle va nous intéresser vraiment, c'est tu choisis d'aller aux États-Unis à Wake Forest. Comment ça se passe quand on est à l'INSEP et qu'on décide de suivre une formation américaine plutôt que de suivre la filière française avec les clubs professionnels? C'est pas évident au début, surtout que il y avait Kylian Tilly avait fait avant nous, et après notre génération 99, on est beaucoup à être partis. Le choix s'est fait parce que pour moi les études ça a toujours été important, pour mes parents aussi. J'ai fait un bac S et donc c'était important pour moi, j'ai eu mention très bien, de pouvoir continuer après mes études. Malgré le fait de continuer aussi le basket de haut niveau. Et les États-Unis, c'était vraiment pour moi le juste milieu, c'était parfait. Et en même temps, développer mon aspect physique, développer mon corps, développer mon jeu en tant que joueur. Pour moi, c'était vraiment la destination parfaite, les universités américaines. C'était impossible en France de rester tout en continuant les études? Pour ce que je voulais faire, c'était pas évident. Je pense qu'il y a des possibilités, on nous dit qu'il y a des possibilités, mais pour moi, les universités, c'est tellement plus simple. Il y a des campus, les infrastructures sont incroyables, tout est mis en avant. Si on compare avec l'UNSS, c'est pas la même chose. Si on compare avec le système pro, au bout d'un moment, il faut faire une décision assez vite. Donc, et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir continuer un maximum. Il y avait des clubs français quand même qui étaient venus taper à la porte pour voir Ouais, bien sûr, si tu étais intéressé. bien sûr. On veut des noms, Olivier. Ça fait un moment. Il y avait quoi? Il y avait Limoges, il y avait Cholet, Pau. Pour ceux dont je me souviens, c'était ces 3 équipes-là, ces principales équipes. Ça ne sera pas les Pays de la Loire, ça ne sera pas non plus le Béarn, ça sera donc Wake Forest. Explique-nous un petit peu, ça m'a toujours un peu passionné. C'est quoi le process pour trouver une fac américaine? L'avantage, c'est que quand tu joues pour les équipes de France et que tu es à l'INSEP, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'autres situations. Donc moi, j'ai été recruté par plusieurs facs à partir des championnats du monde du 17 en Espagne. Et voilà, en fait, chaque fac essaye de te recruter ils te sollicitent tout le temps, ils essayent de créer une relation, et après, c'est à toi de... C'est pas facile au début parce que tu connais pas, en fait. Moi, j'avais aucune idée des conférences, du niveau scolaire. Tu parlais anglais déjà? Pas couramment, j'avais un bon niveau à l'école, mais écrit et parler, ça n'a rien à voir. Donc quand tu arrives là-bas dans les vestiaires, pendant un mois, tu dis pas grand-chose, le temps d'apprendre. Mais voilà, c'est passé vraiment par les équipes de France, ça donne de l'exposition. Et après, voilà, tu fais un choix, tu choisis les facs, tu en choisis 4 ou 5. Ensuite, je suis parti au mois de février faire les visites officielles avec mes parents. Tu as visité combien de facs? J'ai visité 4 facs. J'ai fait Berkeley, Californie, Berkeley. Après, j'ai fait Wake Forest. Après, j'ai fait Central Florida et Vanderbilt. J'ai fait 4. Ok. Et pourquoi alors, du coup, Wake Forest, qui on le rappelle, la fac de Tim Duncan et Chris Paul notamment? Ouais, pour moi, c'était vraiment la ACC, c'est la meilleure conférence. C'était la meilleure conférence, en tout cas, américaine. Il y a des grosses écoles, Duke, North Carolina. Donc, tu joues forcément à la compétition. Tu joues toujours contre des grosses équipes. Et en termes de niveau scolaire, c'était une très bonne fac, très réputée, top 30 au niveau scolaire. Donc, mais c'était aussi une fac assez petite, avec 5000 étudiants, une école privée. Le staff avec Danny Manning, c'était vraiment une famille. Et c'est ce que, après 3 ans, c'est le sentiment que j'ai. Je suis toujours proche avec eux, on parle souvent. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis allé à Wake Forest.
Justement, tu fais 3 ans là-bas, un cursus complet que tu vas faire, c'est 4 ans. Au bout de 3 ans, tu décides de partir et tu te retrouves à Kentucky, une fac qu'on ne présente plus, Ouais. avec une fac légendaire, un coach légendaire. Tu peux nous parler un petit peu comment ça se fait, ce transfert, parce que c'est compliqué et rare de transférer en NCAA. Normalement, il n'y a pas une histoire de redshirt aussi? Alors, c'était très compliqué. Moi, je comptais rester à Wake Forest une année de plus. J'hésitais à mettre mon nom dans la draft. J'avais une très bonne saison. Et vraiment, j'ai eu cette conversation avec Danny Manning. C'était OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets mon nom? Mais il y a le Covid qui arrive. On n'aura pas les workouts. Il n'y aura pas d'exposition. Ou est-ce que je reste à la fac? Coach Manning me convainc de rester à la fac. Sauf que Wake Forest décide de le virer à un jour avant de pouvoir mettre ton nom à la draft, en fait. Donc, Coach Manning viré, moi, mes plans, c'est de rester avec lui. J'avais une très bonne relation avec Coach Manning, au-delà du basket même. C'est vraiment un mentor pour moi, etc. Et une fois qu'il est viré, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'était compliqué, on n'avait pas trop de temps, donc j'ai décidé de mettre mon nom dans le portail des transferts. Et avec vraiment aucune idée de où est-ce que j'allais pouvoir finir, quelle équipe allait me recruter. Quand tu mets ton nom dans ce portail des transferts, t'as même pas Kentucky en tête? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'ai pas été recruté par ce genre d'école en arrivant, donc pour moi c'était voilà. Enfin, pas que je me disais pas qu'ils allaient m'appeler non plus, mais c'était pas non plus dans ma tête. Franchement, j'avais vraiment aucune idée. Vraiment aucune idée. Et donc je mets mon nom dans le transfert dans le portail et il y a Kentucky qui appelle, Duke qui appelle, Baylor qui appelle. Et après, au fur et à mesure, beaucoup d'écoles appellent et quelle décision prendre? Et pour moi, Kentucky, c'était la meilleure décision pour me préparer au monde professionnel. Et c'est vrai que là-bas, tu peux nous parler un petit peu justement, Kentucky, pour passer en NBA, c'est quand même une usine, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, l'usine un petit peu à jouer NBA. Parle-nous un petit peu de John Calipari, qui est un coach mythique quand même. Comment ça s'est passé la relation avec lui? Franchement, humainement, il est incroyable. Il est incroyable, on le voit gueuler sur les touches pendant les matchs. Mais une relation vraiment, on est encore en contact. Il m'envoie des messages après les matchs. C'est quelqu'un de. Il aime donner, il a un grand cœur, il veut que ses joueurs réussissent, contrairement à certaines universités qui poussent les joueurs à rester, parce que ça aide le programme. Les joueurs restent plusieurs années, ils progressent, c'est plus facile, etc. Et lui, il est là vraiment pour lui, c'est un an. C'est un an et il essaie de donner un maximum pour nous préparer au prochain niveau. Tu as senti là, dans la manière de travailler que c'était tout de suite axé pour aller vers la grande ligue et pas dans une formation à moyen voire long terme? Ouais. Lui, tous les jours, il nous rappelle qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Le train, il passe, il n'y a pas le temps. Et chaque exercice qu'on fait, c'est pour quelque chose. Chaque entraînement, même si on a une année assez difficile, on a quand même énormément progressé individuellement si on regarde les joueurs. On a eu Isaiah Jackson qui a fait une très bonne saison à Indiana, Brandon Boston qui a fait une bonne saison aussi aux Clippers. Donc ça montre quand même que le travail est là et ça finit par payer. Hein. Du coup, tu as fait 4 ans, tu as fait un cursus complet à la fac. Tu partais là-bas pour les études? Tu as validé quand même un diplôme? Je partais là-bas pour les études, je partais là-bas aussi pour le basket. Aussi, évidemment. Ouais. Tu voulais allier les deux. Ouais. Mais ouais, j'ai validé les études, j'ai mon diplôme et voilà. Et c'est quoi comme diplôme? J'ai un diplôme de business, entrepreneuriat et communication. D'accord. Bon, on te souhaite le meilleur dans ta carrière de basketteur, mais en tout cas, tu as de quoi. C'est pas le cas de beaucoup de basketteurs, hein, sache-le. Justement, tu fais ces 4 ans-là, ton nom cette fois-ci, tu le mets à la draft et t'es pas drafté. Comment tu l'as vécu? Tu t'y attendais? T'étais pas prévu, sur le premier tour en tout cas Mais est-ce que ça a été un petit coup pour toi déjà, ou tu t'es dit, je m'y attendais, il y a une autre porte d'entrée? Quand on est dans cette situation, on s'y attend toujours un peu. Il y a toujours le risque de deuxième tour ou pas drafté. Je suis pas tombé des nues, mais c'est sûr qu'il y a toujours une déception parce qu'on s'attend, on se dit bon, je reste, je vais attendre mon nom, mais il y avait toujours j'étais prêt à ne pas entendre mon nom. J'ai pas été drafté. C'est sûr qu'il y a une déception sur le moment, mais il n'y a pas le temps. Il y a Memphis qui a appelé direct après. Le lendemain, je partais pour Memphis pour la Summer League. En tant que joueur, c'est vrai que tout le monde rêve d'être drafté. On va pas se mentir. Tout le monde rêve d'être drafté et entendre son nom. Non, et c'est normal. Mais c'est pas facile pour son entourage aussi parce que on veut aussi que les gens qui nous ont suivis depuis le début les rendent fiers.
Et plus que... Pour moi, c'était plus dans ce niveau-là qu'individuellement, parce que je savais que, quoi qu'il arrive, j'allais faire le taf pour me mettre dans la position de, quand il y a une opportunité qui se présente, être prêt, quoi. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que la draft, ça arrive très tôt dans la carrière d'un joueur. Toi, tu avais 22 ans, c'est ça. Ouais. Toi, tu as été déçu individuellement, mais toi, tu sais qu'il y a Mais pour les gens qui te suivent, ça. qui t'entourent aussi, c'est aussi gérer ça, ces déceptions des proches, des amis. On en parle très peu, mais ça ne doit pas être simple. C'est pas simple, parce qu'en fait, nous, on passe à autre chose. On a notre objectif en tête et on pense à la prochaine étape. Celle-là, elle n'est pas passée, mais il y a d'autres moyens d'arriver en NBA. Mais les gens qui nous entourent et les messages, ça va, mais ça va très bien en fait. Mais c'est à chaque fois expliquer à la personne que ça va, qu'il n'y a pas de... C'est pas une fin en soi en fait, il n'y a pas que la draft pour arriver en NBA et c'est sûr que c'est une déception, mais voilà, gérer tout ça, c'est assez... c'est pas compliqué, mais c'est pas évident. Après, moi j'ai de la chance, j'ai un entourage, j'ai un environnement qui est extrêmement sain et je remercie ma famille, je pourrais jamais assez les remercier, donc j'étais pas non plus dans une situation très difficile non plus à gérer. Justement, t'es pas drafté. C'est quoi les jours, les semaines qui suivent? Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis que Memphis t'appelle pour la Summer League et tout de suite tu pars. Ouais, et il m'appelle, je crois, 1 heure après la draft. Ils appellent mon agent, ils m'appellent pas moi. Donc je rentre chez moi après la draft, je rentre à l'hôtel, je fais mes valises et le lendemain matin, parti pour Memphis. Direction la Summer League. Ça se passe bien là-bas? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien, oui et non. Je peux dire maintenant que ça s'est super bien passé. Au début, c'est difficile parce que il y avait beaucoup de joueurs de leur première année, Desmond Bane, Xavier Tillman, Conchar et tout ça, et c'est des joueurs qui jouent maintenant dans les playoffs. Et donc au début, j'avais pas de temps de jeu. Il y a quelques matchs, on a eu la Summer League à Utah d'abord et la Summer League à Vegas. Et il y a des matchs où j'ai pas joué ou très peu. Donc c'est pas évident parce que c'est une fenêtre très courte pour se montrer. Mais au final, bon, ça a payé. J'ai eu l'opportunité de jouer et j'ai pu prouver que j'ai pu montrer aux équipes NBA mon niveau. Et voilà, j'ai eu 3 ou 4 bons matchs et voilà, c'est très bien passé. Ça se passe bien. La Summer League se termine, tu l'as dit, c'est très court. La suite maintenant, c'est les camps d'entraînement et la G League qui va arriver aussi. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de comment, justement, on choisit, comment on se retrouve dans une équipe de G League comme ça? Ouais, bah écoute, moi après la Summer League, je suis entré en France pendant une longue période. C'était un peu l'incertitude. Est-ce que tu as pensé revenir en Europe ou voire même en France? Non. Moi, j'avais entendu ton nom et je trouve que le profil aurait pu coller aussi avec le beau projet autour de l'Asvel. T'as jamais eu de contact avec le club français ou en Europe? Mon agent sûrement, mais moi ça n'a jamais été mon objectif. T'as pas voulu, toi. Tu disais non, moi, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas ça. C'est que pour moi, je voulais tenter la G League et je savais qu'il pouvait y avoir une bonne opportunité. Donc non, pour moi, c'était la G League. Bon, t'as plutôt bien fait pour le coup. Ouais. Donc tu te retrouves dans la G League du Thunder qui s'appelle les Blues, c'est ça? Ouais. Ok, c'est Blue. Ouais. Voilà. Et comment ça se passe un peu la G League? Parce que là aussi, il y a Axel qui nous en a parlé il y a pas longtemps, Axel Toupane. C'est une ligue, on avait l'impression que c'était un coupe-gorge, vraiment un peu un voire ghetto. Une ligue un peu sombre il y a quelques années. On a l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est quoi? C'est une ligue maintenant un peu clean et c'est une vraie passerelle pour la NBA ou ça reste encore aussi une ligue où il faut se battre dans tous les sens du terme? Ouais, après, c'est clair, on entend des histoires incroyables. Sur la G League, on entend des histoires incroyables. Je ne peux pas trop comparer. J'ai pas eu l'expérience il y a 2 ans, 3 ans ou quoi. Pour moi, c'était ma première année. Il était, par exemple, quand il en parle, il disait que c'était quand même. Chaud, ouais. Ouais, c'était un peu une guerre de tranchées. Ouais, c'est toujours la jungle. Hein. C'est toujours la jungle. Les gars sont là pour faire des stats. On est tous là pour. Personne n'est là pour rester. C'est de passage. L'objectif de tout le monde, c'est de passage et le plus court possible. Mais c'est pas facile, franchement. Après, la chance qu'on a avec le Blue, c'est qu'ils sont vachement. Ils travaillent main dans la main avec l'équipe NBA, donc on a les mêmes systèmes. On a notre propre salle, on a quand même des bonnes conditions. On a notre chef. Après, les voyages, c'est pas la même. Mais en termes de basket, après, c'est sûr que c'est pas la NBA, mais c'est quand même, je pense, c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. Toi, dans cette G-League, là, tu arrives à te faire voir. Et donc, on t'appelle pour un two-way contract avec le Thunder. Comment tu le ressens, là, quand tu reçois le coup de fil pour dire, bon, allez, tu montes? C'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai signé 2 contrats de 10 jours. J'ai signé un contrat de 10 jours en décembre, le 26. Et après, j'ai eu une période après le 10 jours, une semaine, je crois, avec le Blue. Et après, ils m'ont re-signé sur un contrat de 10 jours.
Mais le premier contrat, c'était incroyable. Le premier contrat, moi j'étais à la maison avec ma famille. Ils sont venus pour Noël. On me dit que j'ai un test Covid le matin à la salle du Thunder. Je comprends pas pourquoi et franchement, j'avais aucune idée. Parce que pour moi, les 10 days, il est signé à partir du 6 janvier ou 5 janvier. Donc j'arrive à la salle, je fais mon test et il y a l'assistant GM qui vient me voir et tout. Il me dit ouais, ça va et tout ça. Et il me dit bon, ben voilà, on t'amène ici parce que on veut te signer en contrat de 10 jours. Et, sachant qu'il y a ma famille qui m'attend à l'appartement. Donc c'était juste un timing incroyable de pouvoir partager ça avec mes parents et mon frère. Et puis on se dit que ça y est, quoi. C'est une petite porte qui s'ouvre. C'est juste un contrat de 10 jours, mais c'est déjà un grand pas, surtout quand on n'a pas été drafté et être en G-League, bah, c'est sûr que c'est énorme. Comment ça se passe ce premier contrat avec l'équipe où il y a Théo Malédon? Tu retrouves un Français Ouais. déjà là-bas. Ouais. Plus tard, tu retrouveras aussi Jalen Horde, que tu as connu à Wake Forest, mais il y a Théo qui est là-bas. C'est bien quand il y a un Français déjà sur place. Ah, c'est vraiment bien. Ça aide vachement, surtout que Théo, on a fait les équipes de France ensemble. En U15, notre première sélection, on était ensemble en chambre. On a fait l'INSEP ensemble. Non, c'est vraiment, ça facilite à la transition, ça facilite les connexions avec les gens, les relations avec que ce soit le staff, les kinés et tout ça. Donc c'est clair. Comment ça se passe pour lui un petit peu? On est en train de parler de Théo, on va en profiter. C'est dur aussi pour lui qui fait des allers-retours. Alors lui, il a un contrat, il est sous contrat, mais on a l'impression que c'est dur la gestion du Thunder autour de lui. Il fait pas mal aussi d'allers-retours. Et quand on lui donne sa chance, il montre pas mal de belles choses. Il est satisfait pour l'instant, lui, de son rôle. Alors je sais que tu peux pas parler pour lui, mais de ce que tu as pu sentir. Ouais, voilà, je peux pas parler pour lui, mais après, satisfait de son rôle, je pense pas. Je pense qu'il aimerait, bien sûr, comme tout le monde, jouer beaucoup plus et être un peu plus dans la rotation. Mais il a fait une énorme saison. Quand on lui a donné la chance en fin de saison, il a montré ses qualités. Moi, Théo, grand fan. Grand fan. Et, C'est lui qui te donne les ballons aussi, c'est pour ça. Tu connais le basket, toi, hein? Ouais. Les grands, tu sais, faut être copain avec les petits. c'est hein. pour ça que je dis ça, parce que je sais qu'il va peut-être regarder. Donc Théo, voilà. Non, mais en tout cas, non, il a tout. Pour moi, il va avoir une très bonne carrière. Et c'est vrai que le Thunder lui a donné sa chance sur la fin de saison et il a montré de quoi il était capable. Donc vraiment super content pour lui. Donc revenons à toi. Premier contrat de 10 jours, ça se passe pas trop mal. Tu retournes en G-League. Ouais. Et là, on te rappelle. Ouais. Et là, ça se passe encore mieux que la première fois. Non, le deuxième contrat, le 10 day, c'était un deuxième contrat de 10 jours. En fait, j'ai pas joué de match, en fait, je crois. Ah, Parce tu que peux pas enchaîner, c'est ça? je pouvais pas jouer parce qu'en fait, ils m'ont signé sur une exemption, si je me trompe pas, hein. Mais ils m'ont signé. La raison pour laquelle ils m'ont signé, c'est parce qu'ils avaient des joueurs en protocole. D'accord. Donc il fallait qu'ils signent des joueurs. Sauf que ces joueurs-là, moi, pendant la période où je suis arrivé, ils sont vite revenus. Donc ils pouvaient pas avoir plus de joueurs actifs sur le roster, plus de 15 ou 17. Et moi, je faisais 18e en fait. Donc je pouvais même pas être. Soit j'étais en tenue rarement, soit j'étais sur le côté, sur le banc en fait. Je pouvais parce qu'ils pouvaient pas en fait. Ils avaient pas le droit. Donc là, c'est juste un passage pour Ouais. faire le nombre. Ouais. Mais il y aura quand même une fin de saison Ouais. où là, ça va mieux se passer, où tu vas sortir des perfs, on va te faire faire des doubles-doubles, on va te faire faire un match à 24 points, notamment face à Phoenix. Là, pour le coup, ça se passe bien. On a l'impression qu'il y a un coup à jouer, que tu t'installes dans cette franchise. Ouais, c'était après le All-Star Break en fait. Je les ai rejoints après le All-Star Break et ça a fait que progresser. Je me sentais de mieux en mieux, j'avais de plus en plus confiance. Le staff était vraiment présent, j'avais un coach attitré qui était là, on faisait beaucoup de vidéos et ils ont tout fait pour que je me sente à l'aise en fait. Ils m'ont donné une énorme chance, unique, vraiment une opportunité unique et je pourrais jamais assez les remercier. Euh, mais voilà, ça a payé au fur et à mesure. On a vu certains matchs où je me suis senti vraiment à l'aise et j'ai produit et ça fait vraiment du bien en tant que joueur. Alors, nous, on a vu ça, on était contents. Et on était moins contents quand on a vu qu'ils te coupent à 3 matchs de la fin, 3 matchs où le Thunder va prendre des blowouts incroyables. On rappelle que cette saison, ils ont battu un record d'écart. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce projet, puisque tu l'as vécu un petit peu de l'intérieur. Je t'en parlais avant l'interview, tu m'as dit, je vais t'expliquer un peu la vision qu'ils ont. Je comprends pas le Thunder, et je l'ai déjà dit dans des émissions. Quand ils te coupent, par exemple, pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais. T'es un jeune pivot, tu montres que tu peux jouer. Pour moi, tu t'installes clairement dans le projet, on développe des jeunes pour la suite, et on te coupe. Pourquoi? Alors, quand ils m'ont signé en février, ils m'ont dit que mon two-way était temporaire en fait. Ils ont dit qu'à tout moment,
ils allaient me couper au bout d'un moment pour essayer d'autres joueurs. Vu que c'était la fin de saison, ils voulaient donner ce spot de two-way pour plusieurs gars pour les tester, voir ce qu'ils donnent, etc. Mais aussi, il faut savoir qu'ils ont des joueurs, ça fait 2 ans qu'ils sont en G-League pour leur G-League et ils utilisent souvent la fin de saison pour les récompenser en leur donnant un contrat de 10 jours ou un two-way parce que c'est plus d'argent, déjà de base en fait. Et c'est vraiment un bon geste. Et au final, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont gardé plus longtemps que prévu, beaucoup plus longtemps que prévu. Et c'était tellement long que la saison arrivait à une fin, on s'est dit, il reste que 3 matchs, même pas une semaine. Tout le monde pensait que j'allais partir avec eux et finir la saison. Et finalement, ils ont décidé de me laisser partir et ils m'avaient prévenu, c'était prévu. Donc je les comprends et moi, ils m'ont donné une énorme chance en fait, parce que ça m'a permis de me montrer, pas juste pour eux, mais il y a 29 autres équipes en NBA et ça m'a permis de me montrer et de montrer ce dont j'étais capable à toutes ces autres équipes. Parle-moi un petit peu de ce projet. Alors, on sait que c'est un projet jeune, tourné vers l'avenir. Il n'empêche que, moi, c'est ce que je reproche à cette franchise, c'est que quand tu es une franchise NBA, t'es pas un centre de formation, t'es pas une équipe universitaire, t'es pas une équipe de G-League. Tu te dois d'avoir un minimum de résultats. Et j'ai l'impression que dans cet équilibre, tourner vers l'avenir et avoir un minimum de résultats, ils ont clairement fait une croix sur les résultats. C'est pas cadeau comme question. Hein. En tant que joueur, on n'a pas de consigne comme quoi ils essayent de perdre des matchs ou quoi. C'est pas ce que je dis. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont eu une saison, il y avait Paul George, Chris Paul, etc. Melo Carmelo. Et ils sont arrivés en playoff, ils ont perdu contre c'était Portland. Après ça, ils étaient en reconstruction. Utah, non? Le premier tour. Avec Lillard. Ah oui, le fameux, mais parce qu'ils perdent aussi contre Utah, je crois. Ouais. Mais c'était l'année d'avant. Autant pour moi. Ouais. Mais le fameux Baba, ouais. Évidemment. On s'en souvient. Et donc depuis là, je pense qu'ils sont en reconstruction. Moi, vu de l'intérieur, ils ont une franchise avec, comme on disait, un coach qui est super jeune, des joueurs qui sont super jeunes. Mais ils essayent de construire quelque chose. Après, ils ont leur plan, ils ont leur vision. Que je fasse partie de la vision ou pas, ça c'est leur choix. Mais encore une fois, il y a d'autres équipes. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que d'un point de vue d'une équipe, ils se donnent plusieurs années. Après, c'est sûr qu'en termes de résultats, chaque année, ils vont essayer de gagner un maximum de matchs. Je ne sais pas après ce qui se passe techniquement, les choix des coachs ou des GM, mais je pense que le Thunder, c'est une équipe, il ne faut pas non plus les mettre de côté. Je pense que d'ici 2 ans, après, je ne sais pas à quelle rapidité ça va se faire, mais je pense que dans le futur, parce qu'ils ont les fondations, ils ont une très bonne culture. Et c'est une franchise qui est très prometteuse pour moi. Après, c'est bien d'essayer des jeunes, mais moi, autour, à part Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, j'ai l'impression qu'on essaye beaucoup de gens. Certains font des choses intéressantes, mais que finalement, on n'arrive pas à installer d'autres. C'est ça, moi, qui me gênait un petit peu, notamment avec toi. Tu viens, tu as le profil parfait, tu es un jeune, tu montres des choses, bon, tu m'as expliqué pourquoi. Maintenant, tu es toujours en contact avec eux, toi, pour la suite, pour cet été, pour la saison prochaine? Ouais, après, ils sont en contact avec mes agents, ils ne sont pas directement en contact avec moi. Mais c'est avec toi, ouais. Mais ouais, voilà, ouais. D'accord. Donc toi, retourner au Thunder, c'est pas une impossibilité? Ouais, tout est possible, que ce soit avec eux ou... Ouais. Très bien. Du coup, comment toi tu vois cet été? Qu'est-ce que c'est pour toi la suite? On imagine que maintenant que tu as mis les pieds, que tu as montré que tu pouvais jouer et que tu as fait en plus des stats, j'imagine que tu ne rêves que de retrouver un spot dans une franchise. Comment ça va se passer ton été? Bien sûr. Bah, écoute, pour moi, c'est un été crucial. Comme on a pu le voir, il y a le niveau NBA, mais aussi ça va être un été de développement pour moi. En poste 4-5, l'aspect physique c'est super important. Quand on voit quand je joue contre des gars comme Steven Adams, Domantas Sabonis, c'est dur. C'est difficile physiquement, c'est très difficile. Steven Adams, il bouge pas. C'est toi qui bouges. Enfin, c'est dur. Franchement, c'est dur physiquement. C'est pas la NBA. La NBA, c'est les meilleurs athlètes au monde. Et la compétition, elle est très très haute. C'est pas pour rien. Donc pour moi, ça va être un été où vraiment, ça va être focus sur la musculation, le développement physique et continuer à développer mon jeu aussi. Et voilà, ça sera aux États-Unis une préparation importante. Ouais. Il y aura de la Summer League, il y aura quelque chose comme ça ouais, de prévu? Bien sûr, Summer League, ouais. T'as toujours pas d'équipe là-dessus? Ça se... C'est en train. C'est en train. On a beaucoup parlé de NBA. J'aimerais aussi qu'on parle de l'équipe de France. Est-ce que tu es en contact avec
avec l'équipe de France. Mais avant d'aller sur l'équipe de France, j'avais juste une dernière question par rapport à la NBA et le rapport que tu as aux anciens un petit peu installés. Est-ce que tu parles avec Rudy? Est-ce que tu parles même avec Boris Dio, avec des Yann Mahinmi, enfin des joueurs sur ton poste qui sont passés? Est-ce que tu as des échanges avec des anciens comme ça? Ouais, un peu. Rudy, quand on a joué contre Utah, on a pu aller. On s'est vu la veille. On a échangé, mais après, j'ai la chance aussi d'être allé à l'université américaine, d'être allé à Kentucky. Donc c'est des contacts, que ça soit des gars comme DeMarcus Cousins quand on le joue ou d'autres mecs de Kentucky, mais c'est aussi les vétérans de l'équipe du Thunder, Mike Muscala et Derek Favors, qui m'ont beaucoup aidé franchement pendant ma période avec le Thunder sur mon two-way, que ce soit pendant les matchs, pendant les temps morts, aux entraînements et même en dehors, en tant que juste en dehors des terrains, ils m'ont vraiment apporté une aide précieuse. Vraiment des conseils tout le temps, disponibles à n'importe quand, et vraiment je les remercie pour ça. Du coup, très bien, on a les conseils des anciens. Du coup, l'équipe de France, je te sens très ambitieux quand je te parle, et c'est normal. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête aussi? Est-ce que l'équipe de France, eux, ont pris contact avec toi? Bien sûr, mais c'est un rêve d'enfant. Tout le monde rêve de T'as fait les équipes de porter jeunes, le maillot, voilà. Donc c'est un rêve, et j'ai les contacts. Boris est venu nous voir quand on a joué contre Memphis. Donc on avait un comité français avec Kylian, Théo, Jalen et moi, et donc voilà, on va voir ce que ça donne pour les convocations, et voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. Paris 2024, ça te parle? Ah bah tout joueur français de basket rêverait de faire ça, ouais, c'est clair. Il y a une grosse concurrence quand même sur le poste intérieur en France. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'avantage aussi. C'est notre avantage, franchement, en tant que joueur français, c'est une fierté de savoir que il y a autant de bons joueurs. Donc j'espère que je pourrai faire partie de cette équipe, on verra. J'aimerais qu'on termine en parlant de... Tu as beaucoup parlé de famille. J'aimerais qu'on parle de ton frère, Alexandre Sarr, qui était au Real Madrid en centre de formation et qui est parti dans la Overtime Elite League. Comment ça se passe pour lui déjà? On va prendre de ses nouvelles. Ça se passe super bien. Il progresse de jour en jour. Il passe son temps à la salle. Il est tout le temps à la salle, tout le temps. Et ça se passe vraiment très bien. Toi qui as fait de la NCAA, lui, il n'a pas voulu passer par l'étape universitaire? Non, ça lui, c'est pas quelque chose qui lui correspondait. On est un peu différents, et lui, il a voulu créer son propre chemin aussi. Il a toujours voulu faire son propre chemin à haut niveau. Il est passé par le Real, il n'a pas fait l'INSEP ou le Pôle, et après il a choisi Overtime. Donc voilà, quoi, différent. Tu as des infos un peu sur cette ligue? On n'a finalement pas beaucoup d'infos. On a vu certains matchs avec des écarts de niveau assez incroyables. C'est une ligue très jeune. Tu as des échos, toi, là-dessus? Ouais, des écarts de niveau incroyables, quand même pas. Et après, ils jouent contre des prep schools. Donc, eux, ils ont de 16 à 19 ans, 16 à 18 ans. Les prep schools, c'est que des joueurs de 18-19 ans. Ils ont eu des matchs, ils ont eu quand même pas mal de matchs, mais c'est vrai que pour eux, c'est le plus important aussi, d'arriver à trouver un niveau de compétition élevé. Après, c'est pour ça qu'ils ont 3 équipes parmi eux, donc ils jouent les uns contre les autres aussi. Donc ça les aide vachement. Hein. C'est une ligue en laquelle tu crois, toi? Ouais. Si mon frère il y est, ouais. Ouais, c'est une nouvelle. En tout cas, c'est fou comme maintenant, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la NCAA, désormais, cette nouvelle ligue-là, il y a de plus en plus de passerelles différentes pour rejoindre la NBA. C'est plutôt cool à suivre. Olivier, merci. Tu nous as régalé. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. On a pu te découvrir un petit peu pour ceux qui t'ont juste connu cette année. Il y avait un vrai parcours derrière, un vrai background, notamment NCAA. Et j'ai juste oublié de te poser une question. Si tu devais retenir un meilleur souvenir universitaire, ça serait lequel sur tes 4 saisons? La victoire contre Duke à domicile. Toujours bien de battre Toujours. Alors, c'était quand? C'était en fin de saison, janvier, février. C'était en février. Donc Wake Forest qui bat Duke, si vous voulez aller voir le match. T'avais été bon? Ouais. T'avais été bon ou très bon? J'avais été bon. C'est à vous de le dire. T'avais été bon ou très bon? C'est aux gens de le dire. Je laisse les gens juger. Olivier, on sait que je laisse les gens juger. Bon. Moi, je sais que dans cette interview, tu as été très bon, par contre. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. C'est la première fois que tu venais chez First Team. Et je suis sûr que ça ne sera pas la dernière. Et peut-être que la prochaine fois, on ira te voir, nous, aux États-Unis, comme on a pu faire avec les autres. Bonne continuation. Et on espère, et on n'en doute pas, te revoir sur les parquets NBA l'année prochaine. Ciao, l'équipe. Merci d'avoir suivi cette interview. La First Team revient très, très vite sur la chaîne.